Merci, bonjour. Merci pour l'invitation et je vais vous présenter effectivement donc JANZAI, l'infrastructure nationale pour la communauté de recherche en intelligence artificielle. Donc j'espère que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment l'occasion, je vais vous présenter le contexte, le supercalculateur en lui-même et puis aussi tous les services qui lui sont associés et puis les moyens de pouvoir y avoir accès. Alors, on va commencer par l'IDRIS, très rapidement la présentation de l'IDRIS. Donc, l'IDRIS, c'est le Centre national du CNRS pour le calcul numérique intensif et l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez à droite la carte de France avec les 3 centres nationaux, donc le TGCC qui va accueillir bientôt la machine Hexaflopic française et qui se trouve à Bruyères-le-Châtel, le CINES à Montpellier avec la machine Ad Astra et donc l'IDRIS à Orsay avec le supercalculateur JANZAI. Donc, une des spécificités de l'IDRIS, c'est vraiment son focus sur l'intelligence artificielle. Donc nous sommes à la fois un centre équipé d'un supercalculateur avec tous les systèmes en périphérie, le stockage, l'archivage, système de visualisation, de pré- et post-traitement, mais on est aussi et surtout un centre de support, de conseil et d'expertise dans le domaine du HPC et de l'IA. Alors aujourd'hui, à date, pour vous donner un ordre d'idée du nombre de projets scientifiques et du nombre d'utilisateurs sur la plateforme nationale, on a 1800 projets scientifiques. 60% de projets en IA, 40% de projets en HPC, et on a plus de 3570 utilisateurs qui émanent de pratiquement toutes les disciplines scientifiques. Donc le centre fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et il est localisé à Orsay, donc c'est à 200 mètres d'ici. Alors, la genèse de ce projet du supercalculateur JANZAI, en fait, il est lié au projet AI for Humanity en 2018, où sur le rapport qui avait été écrit par Cédric Villani, il avait été recommandé un certain nombre d'actions, développer un supercalculateur pour les besoins de la recherche, mettre en place un supercalculateur spécifiquement pour les besoins de l'intelligence artificielle, que ce supercalculateur soit accessible à la communauté de recherche française, que ce calculateur, l'accès à ce supercalculateur soit gratuit, etc. Que GENSI, qui équipe déjà les centres nationaux, soit en charge de l'appel d'offres de ce supercalculateur et que ce supercalculateur puisse faire la convergence entre le HPC, le monde de la simulation numérique haute performance et le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Outre le supercalculateur que je vais vous présenter juste à côté, il y a eu plein de développements qui ont été faits dans le cadre de cette infrastructure nationale. Et la première action qui a été menée, ça a été de créer une nouvelle équipe de support, donc des experts dans le domaine de l'IA, qui vont aider les chercheurs à utiliser de manière efficace le supercalculateur. La deuxième action, ça a été de mettre à disposition des environnements logiciels spécifiques pour la communauté d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, il y a des aspects containers, il y a des aspects accès web au lieu des simples accès SSH qui existaient jusqu'à présent. Il y a toutes les piles logicielles dédiées à l'intelligence artificielle qui sont optimisées pour le supercalculateur directement accessible par les utilisateurs. Et il y a aussi toute une partie, vous voyez la partie DSD, c'est un espace de stockage où les utilisateurs vont pouvoir accéder directement à toutes les bases de données publiques qui sont déjà téléchargées par les équipes de support, déjà mises à disposition sur le supercalculateur. Donc tout un environnement directement utilisable de façon simple par les utilisateurs. On a créé un nouveau comité thématique au niveau de GENSI pour l'évaluation des projets et la distribution des ressources. On a simplifié les systèmes de demande d'accès avec la création d'un nouveau moyen de demander des ressources qui s'appelle les accès dynamiques et qui vous permet d'accéder à des petites ressources mais de façon extrêmement rapide. Et puis on a développé plein de formations. Alors des formations à destination de spécialistes du HPC qui voudraient se mettre à l'intelligence artificielle, ou des formations vraiment dédiées spécifiquement au supercalculateur, comment passer à l'échelle, comment optimiser son code sur un supercalculateur. Alors, le calculateur dont on parle aujourd'hui, donc c'est le supercalculateur JANZAI.
Donc Jean Zay, en référence au ministre de l'Éducation nationale de juin 1936 à septembre 1939, qui a été l'un des principaux porteurs de la création du CNRS avec Jean Perrin et Irène Joliot-Curie. Donc Jean Zay, premier supercalculateur Tyrin français, convergé au sens où il répond aussi bien aux besoins des communautés qui font du calcul haute performance, du HPC, que des communautés qui font de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, à ma connaissance, c'est le supercalculateur le plus puissant de France. On est à 126 pétaflops, donc 126 millions de milliards d'opérations flottantes par seconde. Donc la plateforme est la plateforme nationale de la communauté de recherche en intelligence artificielle dans le cadre du plan AI for Humanity. Si on regarde le dernier top 500, on sera à peu près classé dans le top 20. En termes de performance. Il est accessible de façon relativement facile par la communauté de recherche via les accès dynamiques. C'est accessible aussi bien pour la recherche académique que pour la recherche privée, à condition de faire de la science ouverte, c'est-à-dire de publier les résultats que vous allez obtenir sur le supercalculateur. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les supercalculateurs, quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Un supercalculateur, quelle est la surface que ça occupe en salle machine? C'est à peu près l'équivalent d'un terrain de tennis. On est à 320 mètres carrés pour le supercalculateur Jean Zay. En termes de masse, donc on peut se dire combien ça pèse un supercalculateur? Eh bien là, on est de l'ordre de 96 tonnes. 96 tonnes, c'est la masse de la navette spatiale américaine au décollage chargé. Donc ça a des contraintes au niveau des structures qui vont accueillir les racks de calcul. Combien ça consomme en termes de consommation électrique? Donc ça, c'est un point important. Aujourd'hui, donc le supercalculateur Jean Zay, il pourrait consommer jusqu'à 2400 kW. 2400 kW, c'est ce que peut fournir une très grande éolienne terrestre qui tournerait à 100% de ses capacités. Toujours en termes de consommation, la consommation d'eau. Donc il faut refroidir un supercalculateur, et refroidir un supercalculateur, ça nécessite d'utiliser de l'eau, avec des refroidisseurs adiabatiques en particulier. Et là, pour le supercalculateur, on est de l'ordre de 3000 m3 par an, donc c'est l'équivalent d'une piscine olympique. Alors en fait, il faut savoir que c'est pas tant que ça, c'est vraiment très très limité. Et enfin, le supercalculateur a une fonctionnalité intéressante, c'est que depuis plus de 20 ans maintenant à l'IDRIS, on récupère la chaleur qui est émise par le supercalculateur pour chauffer le bâtiment de l'IDRIS, mais depuis quelques années, on est interconnecté, donc vous voyez tous les tuyaux d'interconnexion avec le réseau de chaleur fatale de l'EPAPS, qui permet de récupérer la chaleur du supercalculateur et de l'utiliser pour chauffer l'ensemble des bâtiments du plateau de Saclay, ou contribuer au chauffage de l'ensemble des bâtiments du plateau de Saclay. On récupère de l'ordre de 6500 MWh par an, ça correspond à peu près à la consommation de chauffage de 1500 logements neufs. Donc voilà, un point sur, on a plusieurs fois parlé d'éco-responsabilité, d'efficacité énergétique. C'est vraiment un point qui est essentiel au niveau de l'IDRIS et du supercalculateur Jean Zay. Et Jean Zay peut être considéré comme une des architectures les plus éco-responsables parmi les supercalculateurs qui sont aujourd'hui en production. Alors, 3 raisons principales à ça. Première raison, c'est l'utilisation massive des GPU. Alors pourquoi les GPU? Parce qu'aujourd'hui, c'est la technologie en termes de performance par watt qui est la plus efficace. Donc voilà, on peut avoir, suivant les études qu'on peut faire, mais on a grosso modo un facteur 4 entre une architecture accélérée et une architecture non accélérée. Le deuxième point, c'est qu'on utilise comme technologie de refroidissement une technologie qui s'appelle donc Direct Liquid Cooling, DLC, qui permet directement de refroidir à cœur les éléments qui vont chauffer. Donc vous allez avoir du liquide qui va rentrer dans les racks de calcul, qui va directement aller au contact des éléments qui chauffent, donc les GPU, les CPU, les mémoires, les cartes réseau, etc., et qui va arriver à 30 degrés et ressortir à 40 degrés. Donc ça, c'est extrêmement efficace. Et le troisième point, c'est que cette chaleur, eh bien, on la récupère, je vous l'ai dit, pour la réinjecter dans le réseau de chaleur fatale de l'EPAPS. Donc si on regarde le PUE du supercalculateur Jean Zay, aujourd'hui on serait de l'ordre de 1,21. Alors le PUE, c'est quoi? C'est l'énergie totale qui est utilisée par le supercalculateur et par l'équipement qui permet de le refroidir, divisé par uniquement l'énergie de fonctionnement du supercalculateur. Donc grosso modo, il faut injecter 21% d'énergie supplémentaire par rapport à ce que consomme le supercalculateur pour le refroidir. Donc ça, c'est ce que vous voyez en rouge. Donc 1,21, c'est déjà un chiffre qui est extrêmement
qui est très très bon, hein, surtout pour un centre qui date de 50 ans aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'on récupère la chaleur du supercalculateur. Donc c'est ce que vous voyez en vert. Et vous voyez qu'on récupère plus de chaleur que ce qu'on est obligé de réinjecter pour refroidir le supercalculateur. Donc on pourrait, voilà, on n'a pas le droit de le calculer comme ça, hein, mais le PIE, si on prenait en compte la partie récupération de chaleur fatale, on aurait un PIE qui est inférieur à 1. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir quand même, c'est si vous utilisez une infrastructure comme Jean Zay, que vous fassiez de la simulation numérique, du HPC ou un apprentissage en IA, eh bien, vous êtes garant d'avoir une empreinte carbone qui est limitée, ou en tout cas qui est bien meilleure que si vous utilisiez d'autres moyens pour faire vos calculs. Donc, je vous engage vraiment à utiliser ce type d'infrastructure. Alors, concrètement, le supercalculateur, c'est quoi? C'est 4 partitions. Une partition CPU, généraliste, 28 000 cœurs de calcul, classique, pour une puissance de 2,3 pétaflops. Et ensuite, 3 partitions accélérées. Donc plusieurs générations de GPU, une génération V100, génération A100, génération H100. Donc vous avez en tout sur la partition V100, vous avez 1800 GPU V100 pour une puissance de 15 pétaflops. Sur la partition A100, vous avez 416 GPU A100 pour une puissance de 8,2 pétaflops. Et la dernière extension qu'on a installée à la fin de l'été 2024, c'est la partition H100. Donc là, on est à 1456 GPU H100 de dernière génération, avec un réseau InfiniBand, avec 400 gigabits par seconde par GPU, 116 teraoctets de mémoire HBM3 et de l'ordre de 100 pétaflops. Alors ça, c'est pour la partie calcul, mais ce qui fait tout l'intérêt d'un supercalculateur, c'est d'avoir un équilibre entre la partie calcul, entre la partie réseau et entre la partie stockage. Et vous voyez à droite toute la partie stockage avec un stockage hiérarchique sur 3 niveaux. Donc le premier niveau, très proche de la machine, le plus performant, en technologie full flash, vous avez accès à 4,6 pétaoctets de données avec des bandes passantes de l'ordre de 1,5 téraoctets par seconde. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus performant, qui est très utilisé en particulier pour tous les entraînements d'IA. C'est vraiment le niveau le plus proche de la machine. Ensuite, vous avez un niveau intermédiaire, donc ce qu'on appelle stockage N2, N2+. Pour le N2, on est sur des disques rotatifs, on a une volumétrie de 40 pétaoctets, on monte à 300 gigaoctets par seconde. Donc c'est là où on va stocker toutes les données, tous les fichiers de restart, etc. Et puis vous avez à côté de ça une petite infrastructure qui s'appelle le N2+, où on va stocker pour les utilisateurs l'ensemble des bases de données publiques qu'on nous demande et qui sont accessibles directement sur le supercalculateur, là aussi avec une bande passante de l'ordre de 250 gigaoctets par seconde. Enfin, troisième niveau de stockage, le stockage N3. Donc là, on est sur des technologies de type bandotech, une volumétrie qui est plus importante, 50 pétaoctets de données. Voilà, vous avez 2 bras indépendants, plusieurs lecteurs de cassettes, etc. Donc vous voyez vraiment, sur cette architecture, on a essayé de maximiser l'équilibre entre la puissance de calcul, le débit d'interconnexion du réseau et la partie stockage. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Alors on a beaucoup parlé d'éco-efficacité. Il est important pour les utilisateurs d'avoir les outils, de pouvoir récupérer les informations sur, voilà, j'ai un travail, combien est-ce qu'il a consommé, quelle est son empreinte carbone. Aujourd'hui, on a un outil qui a été développé à l'IDRIS qui s'appelle KIMS et qui permet de récupérer sur toutes les partitions, la partition CPU, les partitions V100, A100, H100, ces informations. Donc vous pouvez avoir, pour votre projet, par exemple sur l'année, vous avez un projet, vous pouvez savoir exactement combien est-ce que vous avez consommé en termes d'électricité, quelle est votre empreinte carbone, et vous pouvez aussi avoir on peut descendre à une granularité du travail. Donc c'est-à-dire que pour un travail donné, vous pouvez récupérer, par exemple pour un entraînement donné, vous pouvez récupérer exactement toutes ces informations-là. En fait, vous avez accès à beaucoup plus d'informations. Vous avez aussi accès à des informations de performance, vous avez aussi accès à des informations sur les performances des I/O, vous pouvez faire du profiling continu sur vos applications, etc. Et c'est complètement transparent et ça n'a que très très peu de surcoût. C'est pratiquement invisible en termes de surcoût.
Donc c'est un outil qui est librement disponible, hein. Vous avez le lien GitHub, et si vous êtes intéressé pour pouvoir le tester et l'installer sur d'autres plateformes, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Mais c'est vraiment un outil essentiel pour suivre voilà, sa consommation énergétique et puis pour travailler sur l'efficacité de vos applications. Alors, en termes d'utilisateurs et d'évolution, avant le supercalculateur Jean Zay, hein, on était en 2019, l'IDRIS, c'était 1200 utilisateurs, 410 projets scientifiques. Aujourd'hui, à date, on est passé à 3477 utilisateurs et 1741 projets scientifiques. Vous voyez les variations, on a multiplié le nombre d'utilisateurs pratiquement par 3, on a multiplié le nombre de projets scientifiques par 4,3. Très concrètement, hein, c'est un vrai succès, cette infrastructure nationale, et c'est un succès qui continue au cours des années. Hein. Je vous ai mis ici l'évolution donc pour la communauté IA du nombre d'utilisateurs et du nombre de projets. Si vous regardez sur les 2 dernières années, le nombre d'utilisateurs a encore augmenté de 55%. Donc voilà, on continue à avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir accès à l'infrastructure nationale. Donc aujourd'hui, hein, le nombre de projets, le nombre de logins, pardon, donc d'utilisateurs actifs sur la plateforme, c'est 1500 utilisateurs en IA. En 2019, hein, on n'avait aucun utilisateur dans le domaine de l'IA. Donc vous voyez, en 6 ans, on a accueilli cette nouvelle communauté de l'intelligence artificielle. Alors, pour suivre le rythme effréné des nouveaux utilisateurs, des ressources qu'augmentent, donc on a parlé plusieurs fois des LLM, de l'IA générative, ça demande de plus en plus de ressources, aussi bien en termes de calcul, mais aussi, hein, on l'oublie le plus souvent, en termes de stockage. Et puis, les équipes scientifiques, on s'est aperçu, hein, c'est une spécificité vraiment de l'IA, on n'avait pas vraiment ces problématiques-là dans le domaine du HPC, c'est qu'il est indispensable pour les chercheurs d'avoir accès aux dernières générations de technologies, en particulier d'accélérateurs GPU. Et donc, pour toutes ces raisons, hein, on a dû, au cours des 5 dernières années, faire évoluer l'infrastructure nationale avec des extensions régulières. Donc, vous voyez ici la puissance, je vous ai mis la puissance, l'évolution de la puissance. Donc, une première extension en mars 2020, en novembre 2020, en juin 2022 et puis en juin 2024 avec la dernière extension H100 du supercalculateur. Alors, les demandes de ressources. Si vous êtes intéressé hein, pour calculer, et je vous incite vraiment à venir tester au moins sur le supercalculateur, qui peut en bénéficier? Donc je l'ai déjà dit, hein, c'est ouvert à tous les ingénieurs, chercheurs qui travaillent dans le domaine académique ou dans le domaine privé, que ce soit les grandes agences de recherche publique, CNRS, CEA, INRIA, universités, etc. Les industriels et les startups sont aussi les bienvenus, à condition de faire de la recherche ouverte, c'est-à-dire de publier les résultats. Comment est-ce que vous pouvez avoir accès au supercalculateur? Il faut déposer un dossier et le seul critère qui va être pris en compte, c'est l'excellence scientifique. Donc il va être évalué par des comités d'experts et les meilleurs dossiers auront accès à l'intégralité des ressources. Et puis si vous êtes moins bien noté, vous n'aurez qu'une partie ou pas du tout de ressources. Quel est le coût? Donc ça, c'est une question qui revient souvent, ça doit coûter très cher. En fait, il faut savoir que l'accès au supercalculateur est gratuit pour les projets qui vont être sélectionnés. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Hein. Si vous êtes scientifiquement sélectionné, vous aurez accès gratuitement aux ressources. Alors, quelques éléments quand même. C'est gratuit, mais derrière, une infrastructure comme le supercalculateur Jean Zay, hein, globalement, c'est 100 millions d'euros. Donc, je vous ai mis quelques chiffres ici qui peuvent être intéressants hein, à titre d'information. Le coût complet, donc ça a été calculé en collaboration avec GENSI, avec les autres centres nationaux, hein, d'1 heure de calcul sur un GPU H100 sur le supercalculateur Jean Zay, c'est de l'ordre de 1,61 €, l'heure de calcul. Le coût complet d'un téraoctet sur l'espace Work, donc l'espace en disque rotatif, sur un an, c'est 35 €. Le coût complet sur l'espace, alors c'est pas l'espace Work, le deuxième, je me suis trompé, c'est le Store, c'est de 14 €. Alors, à titre de comparaison, hein, vous pouvez, il y a encore quelques projets, hein, j'ai vu passer des projets qui demandaient d'avoir des budgets, des projets de recherche qui demandaient à avoir des budgets pour calculer chez des cloud providers privés. Alors, je me suis amusé à faire l'exercice, hein.
Le coût d'une heure d'un GPU H100 chez un cloud provider privé, ici c'est du Microsoft Azure, je vous ai mis les références en bas, c'est 11 €. Donc vous voyez, si vous passez sur une infrastructure mutualisée, nationale, vous êtes à 1,61 €. Si vous passez sur une infrastructure privée, cloud provider privé, vous êtes à 11 €. Il y a un facteur 7 de différence. Donc c'est vraiment très très important que d'utiliser les ressources qui ont été achetées par Gency, qui sont mutualisées, qui sont utilisées de façon vraiment très efficace et qui sont partagées par l'ensemble de la communauté. Alors, comment vous pouvez y accéder? Il y a deux types d'accès aujourd'hui qui sont disponibles. Je vous ai dit les AR et les AD. Donc, ça va dépendre de la volumétrie de ressources que vous avez besoin. Donc, en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle les accès et les allocations régulières. Donc, allocation régulière, c'est valable pendant 1 an. La demande de ressources, c'est 2 sessions annuelles avec un démarrage de l'utilisation des ressources en mai et en novembre. Donc vous avez les volumétries qui sont demandées. Si vous demandez plus de 500 000 heures CPU ou plus de 50 000 heures GPU normalisées, vous passez dans les accès, dans les allocations régulières. Si vous demandez moins que cette limite, vous passez dans les allocations dynamiques. Alors là, l'allocation dynamique, c'est une procédure qui est simplifiée. Vous pouvez avoir accès au supercalculateur en quelques jours. Vos allocations ont toujours une durée d'1 an et la demande peut se faire tout au long de l'année. Donc c'est vraiment extrêmement simple que de demander des ressources sur le supercalculateur. Vous avez un site web, le site web www.idari.fr, avec un seul formulaire pour postuler à tous les types d'accès, que ce soit les accès AD, les accès AR. La procédure est commune pour tous les centres nationaux, donc CINES, TGCC, IDRIS. Vous avez un seul formulaire et vous pouvez cocher sur quelle machine vous voulez des heures. Et c'est complètement dématérialisé en termes de signature pour les personnels du CNRS et de l'INRIA. Alors, à côté du supercalculateur, il faut bien voir qu'il y a plein de services qui sont disponibles. Et en particulier, vous avez une équipe des équipes de support pour le HPC et pour l'IA qui permettent d'accompagner les communautés utilisatrices à utiliser au mieux le supercalculateur. Donc, vous voyez ici toutes les activités de ces équipes support. Donc, ça va de la permanence, donc directement répondre tous les jours aux questions des utilisateurs et aux problèmes auxquels ils font face. Installer toutes les piles logicielles qui sont demandées par les utilisateurs, les optimiser, faire une documentation. Donc vous avez une documentation www.idris.fr qui est extrêmement riche, qui est disponible, avec beaucoup de formations, beaucoup de supports de cours. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. On peut travailler spécifiquement sur des projets avec ce qu'on appelle des supports avancés. On organise régulièrement des hackathons. Donc le prochain hackathon va se dérouler à l'Idris dans quelques semaines en collaboration avec NVIDIA. On organise des workshops. Les formations, j'en ai déjà parlé, tout un spectre de formations, aussi bien pour le HPC que pour l'IA. Et on fait aussi pas mal de veille technologique. La veille technologique, c'est vraiment important pour pouvoir, lorsqu'on a besoin de changer de matériel, de faire les bons choix, les choix avisés. Vous avez à droite les tickets qui permettent de suivre les problèmes utilisateurs. Donc vous voyez qu'on a à peu près entre 200 et 300 tickets par mois qui nous sont remontés par les utilisateurs. Et pour chaque ticket, vous avez le nombre d'interactions ici sur le deuxième graphique. Donc vous voyez que la plupart des tickets sont résolus en 4 ou 5 interactions avec les utilisateurs, mais vous avez certains tickets qui sont complexes d'optimisation, de débogage de code, qui peuvent mettre jusqu'à une 50aine d'itérations avec les utilisateurs. Voilà, pour terminer, quelques liens utiles, si vous êtes intéressés. Donc, je vous ai mis le site d'Udari et de Gency qui vont bientôt fusionner. La procédure pour les ouvertures de compte, le site de l'IDRIS avec les documentations spécifiques relatives au supercalculateur. Si vous êtes nouvel utilisateur, je vous invite à lire la documentation du nouvel utilisateur où on synthétise en quelques pages tout ce qui est important pour démarrer rapidement sur l'infrastructure. La partie intelligence artificielle, on a une documentation dédiée spécifique pour l'intelligence artificielle, le pense-bête, et puis les différents contacts pour les demandes c'est accès@gency.fr. Pour les ressources, ouverture de compte, c'est gestutile@idris.fr. Et pour toutes les problématiques techniques, c'est assist@idris.fr. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Jean-François.
Est-ce qu'il y a une question pressante? Là. Ah oui, bon, donc on va attendre un peu avant d'attaquer le buffet. Merci. Victoria Dominguez El Angel de l'INRIA. Je voudrais vous poser 2 questions rapidement. Donc, la première consiste à l'interopérabilité que vous pouvez avoir avec les autres grands centres de calcul, non seulement en France, mais en Europe, notamment avec le développement des IA Factories. Comment est-ce que va se faire l'interopérabilité entre eux? Et deuxième, j'ai vu que vous avez des Jupyter Notebook. Est-ce que l'offre des Jupyter Notebook avec Large Language Model intégré, c'est déjà démocratisé dans votre service? Alors, pour la première question, effectivement, donc on a déjà régulièrement, entre les 3 centres nationaux, des réunions régulières avec Gensi pour parler des problèmes des utilisateurs, pour mettre à disposition des choses qui soient cohérentes entre les 3 centres, et puis voilà, pour échanger tout simplement. Au niveau européen, avec AI Factory, on a plusieurs projets dans lesquels on est impliqué. Donc les 3 centres nationaux français, en particulier le projet Minerva, pour faire du support au niveau européen. Le projet AI Factory, donc il y a eu une réponse française qui a été faite, qui a été sélectionnée, et pour lequel il y a l'implication aussi des 3 centres nationaux français. Donc oui, il y a aussi cette collaboration qui va se faire au niveau européen. Par rapport à la question sur les Jupyter Notebook, il faut savoir que tout ce qui est vraiment LLM, souvent, ça se fait pas avec des Jupyter Notebook. Pourquoi? Parce que c'est des très très gros entraînements qui demandent une ressource très importante au niveau de la machine. Et là, on va vraiment pratiquement réserver une partie de la machine pour faire ces gros entraînements. Donc c'est ce qui a été fait dans le cas de Bloom. Donc on a eu un très très gros projet il y a 2 ans maintenant d'entraînement d'un gros LLM. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on venait de recevoir une nouvelle extension de la machine et le projet Bloom a eu accès à la machine pendant 3 mois de manière dédiée. Donc là, voilà, malheureusement, pour les très très gros entraînements, on ne va pas du tout passer par des accès de type Jupyter Notebook. Les Jupyter Notebook, c'est vraiment plus des accès pour développer ces applications et pour faire des petites simulations. Mais dès qu'on va passer à l'échelle, on va passer par la réservation de ressources avec du Slurm standard, je dirais.